Salut tout le monde, bienvenue au podcast Sous tension présenté par Lift, donc pour les entraîneurs et les passionnés de fitness. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Antoine Massicotte. Salut, salut. Hello, ça va bien? Oui, ça va super bien. Yes. Donc aujourd'hui, c'est une petite conversation plus sous forme Q&A si on veut. Avant même de commencer les questions, je pense qu'on n'a jamais abordé le sujet de la posturologie. Mm-hmm. Donc, explique-moi, c'est quoi ton rôle? C'est quoi ton background un peu? Tu sais, nous, mettons, à l'université, on n'a jamais vu ça, la posturologie. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Puis, à quel point ça prend de l'ampleur avec tes clients? Mm-hmm. Ouais, il faut savoir que la posturologie, en fait, ça a été fondé par Dr. Bricot, fait que, en France, il y a quelques années, dans les alentours de 1980. Puis, bien évidemment, ça a pris beaucoup d'ampleur là-bas. Puis, le but de la posturo, finalement, ça le dit, posturologie, posture, mais ça va bien au-delà de la posture, parce que c'est pas le fait de se tenir droit, faire des exercices de musculation, ça n'a rien à voir. La posture, c'est beaucoup plus complexe que ça, puis je vais l'expliquer dans quelques instants. Mais le but de la posturo, c'est justement de s'assurer que les deux épaules sont alignées, les bassins sont alignés, qu'on est capable de se tenir droit dans l'espace, puis ça, sans y penser. Puis c'est ça toute la beauté puis le défi aujourd'hui, c'est que on a l'impression que la posture, c'est quelque chose de volontaire. On pense que faut que je me tienne droit, puis il faut que j'aille, faut pas se mettre les épaules en avant. Puis on va faire plus de dos en musculation, moins de pectoraux pour sa posture, mais c'est pas partout comme ça que ça fonctionne. T'sais. La posture, c'est quelque chose qui est complètement involontaire, qui se fait en notre insu. Oui, on a un contrôle volontaire, mais aussitôt qu'on arrête d'y penser, on revient dans notre schéma corporel. Mm-hmm. En même temps que la respiration, par exemple, on peut contrôler notre respiration, arrête d'y penser, puis tout d'un coup, ça respire tout seul. Même chose avec la posture. Fait que ça, c'est ça. Puis moi, je suis devenu posturologue à l'âge de 17 ans. Fait que j'ai été le plus jeune posturologue au monde, là, wow. Diplômé à ce niveau-là. Fait que je suis parti, j'ai fait le cours en France. C'était en 2014-2015. Donc, c'est ça. Fait, c'est une certification à la posturologie. Donc, c'est un outil qu'on va utiliser peu importe le professionnel de la santé, que ce soit un coach, un massothérapeute, un ostéopathe, peu importe. Même les médecins peuvent être posturologues. Donc, c'est vraiment une certification qui ajoute un outil à notre boîte à outils. Et justement, le but, c'est d'avoir une connaissance de comment ça fonctionne la posture, puis après ça, de comment on peut aider nos clients dans cette zone-là. Parce que quand on améliore la posture, on n'améliore pas juste la posture, on améliore toutes les sphères de leur vie, mais complètement. Que ce soit au niveau cognitif, que ce soit au niveau des performances, que ce soit au niveau des douleurs, des inconforts, que ce soit au niveau de la mobilité, des mouvements dans le quotidien. Ça touche à tout, la posture. Puis, ça peut être vraiment un bon outil à mettre dans notre pratique en tant que coach, parce que, évidemment, les coachs, on est peut-être probablement le professionnel de la santé que les clients nous voient le plus. Ouais. Que, tu prends le dentiste, le physio, le médecin, tous ces gens-là regroupés, ils voient moins le client que nous, les coachs, qu'on voit le client. Fait que je pense que les coachs ont une grande responsabilité envers le client. Puis je pense que la posturo, ça peut vraiment être un bon outil là-dedans. Puis voilà. Donc, moi, j'ai fait mon cours en 2014-2015. Puis après ça, la posture, ça t'amène des outils, tu sais comment faire, mais après ça, si tu veux approfondir tes connaissances, il y a d'autres cours qui existent en neurologie fonctionnelle. Donc, vraiment de comprendre un peu mieux le système nerveux, le cerveau, comment ça fonctionne. Comprendre aussi les exercices, c'est quoi qu'il faut faire, c'est quoi les impacts du client quand on arrive avec des obstacles. Donc, j'ai étudié avec l'Institut IP, avec Mathieu Boulay, qui a fait l'Institut IP. Après ça, je suis allé étudier chez Carrick Institute, qui est pas mal la sommité en neurologie fonctionnelle aux États-Unis. Puis le IFNR, qui est l'Institut de neurologie fonctionnelle là, aussi, c'est une autre école qui font des cours plus avancés. Donc, j'ai étudié là-dedans. Puis, justement, pour me spécialiser un peu plus en neurologie fonctionnelle avec mes clients, de vraiment comprendre leur mouvement, comprendre aussi, on touche, je veux pas la motivation un peu. Ouais. On comprend c'est quoi les motivations des gens. On peut avoir des meilleures performances aussi avec les athlètes. Donc, c'est un peu ça la posture, là, finalement. OK. Est-ce que tu fais aussi, mettons, de la réhabilitation ou est-ce que tu intègres un peu la posturo avec tes clients à même leur insu? Moi, je vois ça comme deux services en soi. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre ça inclus, mais ça dépend tout le temps du modèle d'affaires, bien évidemment, qu'on a. Parce que moi, je travaille avec des gens qui veulent
faire une transformation physique. C'est pas tout le monde qui veut payer un surplus pour faire le posturo, parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui sont prêts à investir le temps non plus, malgré que ça prend très peu de temps. Hein. Les exercices en posturo, la façon que ça fonctionne, c'est que le but, c'est d'améliorer. En fait, la façon que ça fonctionne, la posture, hein, c'est qu'on a des capteurs, des sensors. À même titre qu'un avion, comment ça fait pour voler? Ben, ça a des ailes, oui, mais ça a des sensors pour savoir on est où dans l'espace. Mm-hmm. Ben, c'est la même chose de l'être humain. On a des sensors qui captent on est où dans l'espace. Puis ces sensors-là, c'est la peau du pied, puis on voit les yeux notamment. Puis on a le système vestibulaire, fait que l'équilibre, et ainsi de suite, qui peut rentrer en ligne de compte. Mais les deux gros primaires, c'est les yeux et les pieds. Fait que si tu fermes tes yeux puis tu touches pas au sol, tu sais pas t'es où. Non. OK? À même titre qu'un avion qui n'a pas de sensor, c'est possible. Fait que le but, c'est d'augmenter la précision de ces sensors-là, fait que d'améliorer le contact du pied au sol, puis d'améliorer aussi le mouvement des yeux pour faire en sorte qu'on se situe mieux dans l'espace, puis qu'on sache on est où dans l'espace. Donc, si on sait qu'on est où dans l'espace de façon plus efficace, ben on a un meilleur temps de réaction, une meilleure peut-être performance, diminution des risques de blessures, ainsi de suite. Alors, les exercices, c'est vraiment simple. Le but, c'est de stimuler ces zones-là pour faire en sorte d'optimiser puis de rendre ça plus sensible un peu, de façon d'être plus précis avec ces sensors-là. Alors, c'est des exercices qui durent de 3 à 5 minutes, 1, 2, peut-être 3 fois par jour, dépendant des cas. Donc, c'est vraiment individuel. Ouais. Fait que c'est pas beaucoup d'investissement de temps. C'est juste qu'après ça, c'est non, j'ai mon entraînement à faire, j'ai ma nutrition à faire, j'ai mon cardio. Là, il faut que j'ajoute 5 minutes 2 fois par jour là-dessus. C'est pas tout le monde qui est prêt à s'impliquer nécessairement. Donc, moi, je travaille de façon séparée avec ça. Puis s'il y a des personnes que je vois l'intérêt vraiment primaire, que c'est limitant là, chez une personne, c'est sûr que je vais conseiller ça. Mais je fonctionne vraiment à deux façons, deux modèles, juste à cause de la demande du client. Puis est-ce que sinon tu le suggères, disons, tu t'évalues le client puis tu le vois qu'il n'est pas aligné comme du monde, est-ce que tu vas comme lui suggérer justement peut-être qu'une petite séance de posturo, ça te ferait pas de mal? Exact, c'est ça. Ben, souvent, mettons, qu'est-ce qui va arriver, c'est chez les gars, on prend le bench, puis là, on se rend compte que la barre, quand on pousse, est un peu croche. Ouais. Ou chez les filles aussi, quand ils font du squat ou du hip thrust, on dirait que je sens plus mon fessier à droite qu'à gauche. Fait que ça dénote un déséquilibre postural, tout simplement. Puis c'est sûr que dans un contexte de physique, d'amélioration du physique, ben, si on a le temps à un déséquilibre puis on l'entraîne sur des déséquilibres-là, ben, physiquement, ça va paraître à un moment donné. On va un côté plus gros que l'autre. Ouais. Puis là, c'est sûr que là, ça peut causer des contraintes. Donc, c'est sûr, dans un contexte de compétition, de bodybuilding, tout comme ça peut être vraiment, vraiment intéressant de faire de la posturo parce que qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on veut, c'est de la symétrie. Ouais. Alors, si on n'a pas de symétrie puis on est tout d'un côté plus gros que l'autre, on va perdre des points automatiquement. Ouais. La posturo, je pense, elle a tout à fait sa place là. Puis, tu sais, moi, je suis convaincu que la posturale a la place partout. Je le conseillerais à tout le monde. Ouais. Tout le monde a un déséquilibre postural ou presque. Ouais. J'ai croisé une personne dans ma vie qui n'avait pas de déséquilibre postural ou très peu. Là, mais la majorité des personnes... On est toutes proches. Ça ne veut pas dire qu'on est croche, que c'est problématique. Ouais, c'est sûr. Mais le fait d'être croche puis d'avoir des déséquilibres posturaux, c'est sûr que c'est pas optimal. Fait qu'il y a place à l'amélioration. Fait que ça se peut que tu n'aies pas... La posture n'est pas corrélée à la douleur. Parce que la douleur, c'est multifactoriel. Mais ça contribue ou ça augmente les risques de... OK. Alors, fait que moi, je le conseille vraiment à toute personne. Mais après ça, c'est sûr que si t'es pas prêt à t'investir, parce que ça prend du temps... ça fait... la personne a 40 ans, puis ça fait 40 ans qu'elle est dans un schéma corporel... débalancé, ben c'est pas en une séance qu'on va défaire ça. Absolument. À même titre que si tu veux perdre 40 livres, c'est pas en un training que tu vas défaire ça. Même affaire avec le posturo. C'est ça. Posturo, on recommande souvent 12 mois de suivi. Puis des fois, ça va plus loin que ça. Puis des fois, c'est à vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont tellement mal en point, ils ont eu des blessures, des accidents, ou sauf qu'on vit un stress, ben, si on se reblesse, ben, évidemment, ça va changer notre schéma corporel. Puis il va falloir faire encore des séances, puis faire d'autres exercices pour réapprendre nos mouvements, et ainsi de suite. Mais c'est tellement peu d'engagement pour le bénéfice que ça a que quand on est de 5 minutes, là, une fois par jour, comme je peux pas croire que personne ne capable de faire ça. Mais c'est juste... Les gens passent plus de temps sur leur cellulaire. Mais des fois, c'est juste le fait de le faire qui est restreignant, puis c'est bien correct. Mais c'est tellement un outil qui est puissant pour les clients. Puis moi, j'ai remarqué que ceux qui font de la posturo, à long terme, ils ont une meilleure assiduité, ils ont une meilleure motivation à l'entraînement, ils gèrent plus de stress, bien évidemment, parce que faut imaginer que le cerveau, le but, c'est de la survie. Hein? Ouais. Alors, dans un contexte où on se tient debout, on est tout le temps dans un déséquilibre constant. Et imaginez que vous êtes dans un déséquilibre constant, mais que vous avez l'épaule à droite qui est plus basse, le bassin qui tourne, et aussitôt que vous passez le pas, donc vous vous mettez sur un pied,
déjà vous augmentez la demande en déséquilibre, automatiquement, votre cerveau est plus capable de penser. La seule priorité pour le cerveau, c'est de tenir en équilibre sur un pied ou sur deux pieds lors de la marche. Ouais. Alors, il va concentrer toute son énergie à se tenir en équilibre et non à penser au futur, qu'est-ce que l'être humain est très bon à faire, puis qu'est-ce qui différencie l'être humain de toute autre espèce. Ouais. Là. Fait que plus on est équilibré, plus on est capable de se tenir sur deux pieds de façon en équilibre. Normalement, plus on est capable de gérer des stress externes, parce qu'on dépense moins d'énergie à faire autre chose que juste de se tenir debout. Puis on va être capable de mieux planifier notre futur, d'être plus motivé, d'aller vers quelque chose, plutôt que juste d'être dans le moment présent figé dans des schémas corporels à essayer de subir le stress ou à gérer le stress présent. T'sais. OK. Très intéressant. Puis, ceux qui viennent te voir, puis tu sais, on va y aller avec les classiques, là, mal de dos, mal aux genoux. Là, c'est sûr que plus on avance en âge, plus il y a des facteurs aggravants aussi. Tu sais, comment tu vois ça avec tes clients? Est-ce que tu travailles aussi en symbiose, disons, avec des physios, tu sais, pour avoir au moins un diagnostic, puis ensuite, tu leur prépares un plan d'entraînement? Ben, c'est sûr que moi, je suis pas physio, je suis pas professionnel de santé, je suis entraîneur puis posturologue, fait que j'ai ma limite. La posturo, ça traite pas. Hein, c'est une prévention. Okay. Fait que si quelqu'un se fait une tendinite, la posturo, ça va empêcher que la tendinite revienne ou ça va augmenter les chances que la tendinite ne revienne pas. Okay. Tandis que le physio, ça, c'est comme tant de tendinite, va voir le physio, chiro, peu importe, là, quelque chose qui est un thérapeute sur le champ. Puis après ça, souvent, on collabore aussi beaucoup. Donc, moi, je réfère énormément à d'autres professionnels de la santé parce que j'ai ma limite. Là, c'est pas mon rôle à moi. Après ça, si le client est capable de... Moi, mon rôle à moi, c'est comme si t'as une tendinite, si t'as une blessure, si t'as une douleur, c'est d'être capable de t'entraîner quand même autour de cette douleur-là, puis d'accomplir ton objectif quand même, le temps que ça se règle. Ça, c'est mon objectif premier. Puis après ça, avec la posturo puis l'entraînement, j'essaie que ça ne revienne pas. Surtout, ça a été causé par un entraînement ou un surplus d'entraînement ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment le point. Alors, il ne faut pas avoir peur de référer à qui de droit. C'est toute la clé. Puis plus on est entouré de professionnels dans des champs de compétences différents, normalement, mieux ça va. Ben oui. Surtout dans un contexte de blessure, de douleur, surtout des douleurs chroniques. Des douleurs chroniques, c'est pas juste mécanique. Hein. Non. Ça peut être psychologique. En fait, ça répond au modèle biopsychosocial. Alors, c'est un peu naïf de penser qu'on va faire un exercice en musculation, en posturo, puis tout d'un coup, les douleurs vont disparaître. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, les douleurs. Puis on le sait très bien en 2025. Alors, faut être capable de référer à qui de droit. Donc, si on voit que c'est un côté psychologique, puis ça traîne, puis référer à un psychologue ou un travail social, peu importe, spécialisé dans ce champ de compétences-là. Hein. Donc, ça va être la première chose. Fait que ça dépend. On est là pour aider dans notre champ de compétences, puis après ça, si ça dérive, je pense que c'est là qu'il faut référer le plus possible. Là. Excellent. Tu parlais de psychologie, puis justement, on va s'enligner sur un autre sujet. Des clients qui ont plus de motivation. Puis là, les gens qui nous écoutent, probablement que ça peut leur arriver à eux ou à leurs clients. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réfère, parce que moi, je me rappelle d'une cliente, elle avait vraiment de la difficulté avec sa nourriture, elle était capable de s'entraîner, mais vraiment un énorme problème avec la nourriture. Puis on dirait que je ne savais plus quoi faire. J'ai dû d'aller consulter, puis évidemment, ça l'a aidé, mais comme toi, j'aimerais t'entendre comme toi, qu'est-ce que tu fais quand il y a des clients qui sont démotivés ou qui ont de la misère vraiment à suivre à la lettre leur plan alimentaire, là, surtout. Qu'est-ce que tu fais? La première étape, c'est de savoir c'est quoi le problème. Parce que c'est quoi la raison pourquoi tu ne suis pas ton plan alimentaire? Puis souvent, dans le fond, il y a différentes causes. Hein. Il peut y avoir des causes que la personne s'auto-sabote, elle fait de l'évitement, elle a peur de devenir une telle personne. Peut-être que c'est juste contextuel, social, son environnement, il est difficile. Tu as 3 sphères de motivation. Puis les 3 sphères de motivation, c'est les compétences puis la connaissance. Donc, plus tu es compétent puis connaissant dans ce domaine-là, plus tu as de chances d'être motivé, plus tu as de chances de réussir aussi. Parce que, exemple, on sait que les protéines, c'est bon, mais si tu sais pas c'est quoi une protéine, puis tu sais pas comment que ça fonctionne, puis pourquoi que c'est bon, puis où ça se trouve, tu n'en mangeras pas. Tu ne seras pas motivé, tu sais même pas que c'est quoi.
Fait que le but, c'est d'apprendre, OK, ben, si j'ai de la misère à suivre mon plan alimentaire, ben, d'apprendre un peu plus sur la nutrition, ça sert à quoi? C'est quoi les bénéfices de qu'est-ce que je mange? Comme ça, on va savoir pourquoi qu'on le fait. OK, donc ça, c'est déjà une bonne solution. Puis je pense dans le domaine du coaching, c'est un des problèmes majeurs. C'est pas tout le monde qui est intéressé par la nutrition. C'est pas tout le monde qui est intéressé par l'entraînement, surtout nos clients. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que si on ne les explique pas pourquoi, à quoi ça sert, puis comment le faire, puis ils n'ont aucune idée, eux autres, ils veulent juste avoir un plan, puis that's it. C'est clairement quelqu'un qui ne suivra pas son plan à long terme, qui va abandonner. C'est sûr, garanti à 100%. Il manque un pilier de motivation, les compétences et la connaissance. Le but, c'est pas qu'ils deviennent des experts. Le but, c'est qu'ils comprennent pourquoi, puis c'est quoi une protéine, c'est quoi les glucides, c'est quoi des lipides, pourquoi je mange tel aliment, pourquoi à telle heure, puis pourquoi c'est de même. Fait qu'il faut comme éduquer nos clients à ça de façon très simple pour qu'ils comprennent. Puis ça va être vraiment gagnant. Fait que ça, c'est un des piliers, compétences et connaissances. Deuxième pilier, c'est l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire d'avoir le contrôle et d'avoir le choix sur qu'est-ce qu'on fait. Si le client sent qu'il n'y a pas d'autonomie, puis il fait ça parce qu'il n'y a pas le choix de le faire, mettons le fameux stéréotype de la personne étant vraiment surpoids, son médecin dit il faut absolument que tu perdes du poids. Elle fait-tu vraiment? Souvent, la personne ne le fait pas. Okay? Ou avoir perdu du poids puis elle va le reprendre. C'est parce qu'elle n'a pas le choix. Okay? Ça ne vient pas d'elle. Alors, l'autonomie, c'est vraiment de faire en sorte que, OK, dans ton processus, est-ce que tu fais ça par choix? Puis est-ce que tu sens que tu as le contrôle surtout? Okay? Donc, si on a du contrôle, ça diminue l'anxiété. Si ça diminue l'anxiété, normalement, tu vas plus passer à l'action. Tu vas moins faire d'évitement, puis normalement, ça va mieux aller. Donc, le but, c'est est-ce que tu as assez d'autonomie dans le processus en ce moment que tu es en train de faire pour arriver à être motivé? Et la dernière chose, c'est tout ce qui est social puis l'environnement. Donc, c'est sûr que dans un contexte social qui est non favorable à suivre ton plan alimentaire, ben ça va être très difficile. Si ton chum ou ta blonde se fout complètement de l'alimentation, tu as mangé une pizza dans le visage à tous les soirs, toi, tu essaies de manger ton poulet, ton riz, une petite salade, puis de faire ça cute, puis bon, mais de santé, ça va être très difficile de résister. Parce que l'accessibilité est là, puis la personne qui t'entoure, tu es là 24/7, puis de un, elle ne te comprend pas, puis de deux, elle ne t'encourage pas, fait que tu n'as pas toute l'environnement social, puis en plus de ça, tu as toute l'envie de manger, puis ça sent bon, puis visuellement, ça coûte bon. Donc, ça, c'est vraiment les 3 piliers de motivation. Fait que moi, j'essaie de savoir comme il te manque-tu un des 3 piliers. Puis relié à tout ça, c'est quoi l'objectif? Tu veux perdre du poids, mais ça va te servir à quoi pour te perdre du poids? C'est quoi ça va changer pour toi dans ton quotidien? Si tu quelque chose qui vaut de la peine de mettre des efforts, tant que ça, puis de faire des sacrifices, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des sacrifices à faire. Tu vas falloir t'oublier ta pizza à tous les vendredis soirs, des fois, puis il y a des changements à faire. Est-ce que le sacrifice de faire ces changements-là va valoir la peine parce que tu vas avoir une meilleure récompense à la fin? Si la réponse est non, la récompense n'est pas assez forte, tu le feras jamais. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est le fameux why. Mais le why, c'est pas juste la solution. Tu peux avoir un why super important, mais si tu n'as pas tes 3 piliers en place de motivation, ça ne marchera pas. Non, c'est ça. Fait que c'est important d'avoir tous ces piliers-là à ce niveau-là. Fait que pour répondre à ta question, le but, c'est de savoir, d'un, pourquoi tu ne suis pas, c'est quoi le problème, c'est quoi les piliers qui ne sont pas respectés, puis est-ce que la récompense en vaut la peine? Puis s'il y a des caractéristiques là-dedans qui sont respectées, là, on met une structure en place qui va permettre le fait d'augmenter les connaissances et compétences, qui va permettre d'augmenter l'autonomie, qui va permettre d'avoir un meilleur environnement social, qui va permettre d'avoir un meilleur why, peut-être changer les objectifs, refaire les objectifs, les attentes. Donc, il y a tout c'est vraiment un énorme travail à faire avec les clients. Puis c'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts, là. En claquant des doigts, puis surtout qu'en travaillant avec un client, c'est long avant de bâtir une relation. Puis avant qu'elle se confie de réellement c'est quoi qui la bloque, ça se peut prendre des mois et des mois et des mois. Souvent, les coachs n'ont pas le temps de se rendre là. Puis souvent, les coachs n'ont pas les compétences, n'ont pas les connaissances d'avoir des conversations difficiles avec les clients, mais de retirer de l'information pour bâtir une relation assez forte de confiance pour arriver à avoir ce type de conversation-là difficile et sans rentrer dans la confrontation client. C'est tout le temps ça que j'entends. C'est comme les clients ne suivent pas son plan, puis ils confrontent les clients comme ouais, mais là, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, pourquoi tu suis pas ton plan? C'est comme. Attends une minute, là. On step back, puis il pose les questions parce que probablement qu'il ne va pas te le dire pourquoi il ne fait pas son plan. C'est honteux aussi d'une manière. Là. Ben c'est ça, tu ne suis pas ton plan, tu le sais déjà. J'ai pas à me justifier pourquoi. Je ne sais même pas que je ne suis pas capable. Imagine quand tu n'es pas capable, donc tu n'as pas d'autonomie, puis tu n'as pas les compétences, puis tout ça, fait que tu manques 2 piliers. Puis là, le coach te rentre dedans, dire comme
là, il te met ça en pleine face, tu as 2 fois plus de culpabilité. Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Tu t'en vas. T'évites. Fait que qu'est-ce que tu suivras pas plus ton plan. Puis tu vas faire tout en sorte de saboter ça parce que tu veux couper la relation avec le coach. Puis c'est ça qui arrive 3/4 du temps avec les coachs, c'est ça qui arrive. Le client, il a de la difficulté. Le coach ne comprend pas, il rentre dedans, augmente la culpabilité, le stress du client, l'anxiété. Le client évite encore plus pour casser cette relation-là, pour s'enfuir. Puis il ne veut pas revivre ça, il ne veut pas ressentir cette culpabilité-là. Donc, il va aller voir un autre coach ou il va complètement abandonner, puis il n'engagera plus personne, puis il va rester là dans son mode de vie, puis il n'y aura jamais de résultat, puis il va dire que les coachs, c'est pas efficace. Puis ça, c'est comme tellement primordial en tant que coach qu'on focus beaucoup sur les connaissances d'entraînement, nutrition, tellement peu sur l'aspect coaching. Puis pourtant, aujourd'hui, en 2025, si tu peux te démarquer en tant que coach, c'est bien l'aspect coaching parce que c'est l'accompagnement. L'aspect humain. Ça ne vaut plus rien un plan d'entraînement personnalisé, ça ne vaut plus rien un plan alimentaire. Tu peux en avoir un sur ta GPT, fais-toi-en un, puis c'est sûr que tu ne le suivras pas parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Tu n'as pas d'engagement, tu n'as pas de satisfaction. Il te manque tellement de goût. Mais je pense que le gros bout du bâton qu'on a en tant que coach, c'est le coaching. Puis il faut développer ces compétences-là. Puis une des compétences qu'on peut mettre, qu'on peut pratiquer tous les jours, c'est l'écoute. Puis souvent, tout le monde pense qu'on écoute bien, hein, mais c'est le prix, ça. C'est comme... c'est très difficile d'écouter. Puis, étant donné qu'on n'a pas de comparatif de c'est quoi une bonne écoute, on ne sait pas, fait qu'on pense qu'on est bon. Mais quand on arrive à faire de quoi avec le client, puis on arrive à avoir une conversation difficile avec le client, tout d'un coup, on n'est pas capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté le client, on ne sait pas c'est quoi ses besoins, puis on ne sait pas c'est quoi qu'il y a dans sa tête, on ne sait pas c'est quoi son mode de vie, on ne sait pas c'est quoi son thinking. Fait que dans le fond, on n'a pas une bonne écoute. Puis je pense que ça, c'est vraiment important de maximiser ça. Et si tu as une bonne écoute, tu vas dire 3 phrases. Puis ça va assez puncher ton client, c'est-à-dire qu'il va bouger, puis il va passer à l'action. Fait que moi, c'est ça que je recommande. Puis, pour revenir à ta question du départ avec les plans alimentaires, si on voit que le client a des troubles alimentaires, puis il a des problèmes psychologiques, là, il faut référer parce qu'on n'est pas des psychologues, on n'est pas de travail social. Non. On est dans le coaching. On fait notre possible, mais c'est pas notre tasse d'été. Tant que ça ne soit pas pathologique, on est correct. Mais si c'est pathologique, donc trouble alimentaire, ça c'est pathologique, faut référer à des professionnels là-dedans. Parce que clairement qu'on n'est pas outillé. Il y a du monde qui ont étudié, ont le doctorat là-dedans, ont étudié longtemps, puis ils sont bons là-dedans. Fait qu'on réfère. Ça, c'est le mieux qu'on peut faire. Puis quand la personne va avoir réglé ça, elle va revenir nous voir, c'est pas inquiet. Faut pas inquiéter là-dessus. Puis ça va être vraiment mieux pour le client. OK. Puis, on est l'été. Oui. Les gens sont moins motivés. Il fait beau, il fait chaud, on a beaucoup de parties, il y a de l'alcool, il y a ceux qui font pas leurs entraînements. On va aller côté motivation, mais entraînement. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec tes clients un peu plus pour justement les motiver? Puis, parce que moi, l'été, j'adore ça. Là. C'est comme tu te lèves tôt, tu t'entraînes, ta journée est partie. Là. Tu peux faire toutes tes activités, puis... Mais j'ai de la misère. Mais pas j'ai de la misère, mais je trouve ça difficile de voir que certains, c'est le contraire. Moi, c'est l'hiver que j'ai pas le goût de sortir. Là. Tu comprends? Il fait froid dehors. Là. C'est l'été que je suis motivée. C'est l'été qu'il faut être en shape. Oui, c'est l'été qu'il faut être en shape. Fait que je me demande, toi, comment tu fais avec tes clients ou qu'est-ce que tu pourrais suggérer à ceux qui nous écoutent en termes de motivation l'été avec tous les aspects là, extérieurs là, de l'été. Ouais. Moi, je pense que ça vient du fait que les gens s'entraînent par comparaison, non pas par choix, parce qu'ils aiment ça. C'est juste ça. Si tu t'entraînes parce que tu vas être en shape, parce que tu vas pas te sentir mal sur le bord de la planche quand tu enlèves ton t-shirt puis tu mets en maillot, clairement, ça ne tiendra pas la route parce que ça ne change rien pour toi au final de t'entraîner. Tu veux juste t'entraîner pour avoir un statut social ou tu veux te comparer aux autres. Puis ça, c'est tellement faible comme motivation qu'aussitôt que tu vas être rendu à l'été, puis mettons que tu n'es pas en shape ou tu n'as pas la shape que tu veux, tu vas y aller pareil à la planche. Ça ne change pas le fait ça ne changera pas tes activités, ça ne changera pas tes actions. Ça va juste changer le fait que comment tu te sens présentement sur le coup là. Puis après ça, tu retournes chez vous, puis là, on est venu connu. Finalement, ça s'est bien passé. Il n'y a personne qui m'a jugé, personne qui m'a dit que j'étais grosse. Mais c'est ça qui arrive. On ne s'entraîne pas. Souvent, les personnes vont s'entraîner pour une raison externe, très, très peu motivée, de motivation là, juste parce qu'ils veulent avoir un statut social ou se comparer avec leur idole ou peu importe. La réalité des choses, c'est que les gens qui s'entraînent l'été, c'est parce que ça veut dire qu'ils ont du fun à le faire. Puis c'est comme inclus dans le mode de vie. Puis si on a du fun à le faire, c'est inclus dans le mode de vie, c'est parce qu'ils le font pour des raisons beaucoup plus fortes que juste la comparaison puis un statut social. Fait que moi, je pense que c'est juste ça. Fait que les clients qui s'entraînent pas l'été, c'est les clients qui
c'est juste pas important pour eux autres, l'entraînement. Ils s'entraînent justement juste parce qu'ils veulent être en shape. Les gens qui s'entraînent vraiment tout l'été, c'est des gens qui voient au-delà de ça. Ouais. Ils voient les bénéfices, pas juste au niveau de la composition corporelle, mais ils voient des bénéfices au niveau de la santé, au niveau de leur longévité, au niveau des activités qu'ils peuvent faire. Ils voient des bénéfices au niveau de leur quotidien. Ça leur fait du bien de s'entraîner. Ouais. C'est juste ça le problème. C'est tout simplement ça. Après ça, c'est comme... Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que coach? C'est d'avoir cette conversation avec le client. Là, j'ai vu que si tu t'entraînes 3 fois pendant l'été, qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Puis le client va te le dire, comme, pour vrai, je fais d'autres choses, parfait. Ça se demande de dire, comme, là, l'entraînement, c'est quoi la place de l'entraînement dans ta vie présentement versus d'autres choses. Ouais. Les clients la majorité du temps, vont être bien honnêtes de dire, comme, pour vrai, l'été, moi, je mets l'entraînement de côté. Ouais. Il n'y a pas de stress. Jusque là, tes objectifs, on avait dit qu'on faisait ça. On va les changer, là, parce que clairement que ça ne fait pas de sens avec ce que tu dis présentement. On va mettre juste les pendules à l'heure. On va s'en faire un plan de match. On va quand même faire des actions qui vont te faire avancer ou justement maintenir tes acquis. Oui, exact. Puis, est-ce que ça t'intéresse de maintenir des acquis? Est-ce que ça t'intéresse de progresser? Ou est-ce que tu veux régresser? Moi, c'est un peu la conversation que j'ai. Ouais. Même chose que les clients ils partent en voyage en 2 semaines. Ouais. Ah, mais je calculerai rien, je vais avoir du fun, tout ça. Parfait. Quand tu vas revenir, attends-toi à ce que peut-être que la balance en monte puis que tu te sentes un peu plus joufflu, là, parce que tu fais beaucoup de rétention d'eau. C'est ça. Mais tu sais, ton objectif, c'est de régresser, maintenir ou de continuer les progrès. Ouais. Fait que c'est où tu veux t'enligner à travers de ça, c'est là qu'on fera un plan de match. T'sais. Puis, on n'a pas à décider pour le client. Le client doit décider, lui. Ça augmente son autonomie. Ça augmente sa motivation, c'est sans quel choix. Ouais. Et souvent, le coach, on met un des erreurs du coach, je pense, c'est de mettre des objectifs dans la bouche du client. Les coachs, on va avoir des bons résultats pour eux avec les clients. Ben oui. Mais des fois, les clients ne sont pas rendus là, avoir ce niveau d'atteinte d'objectifs-là. Il n'est pas rendu à ces actions qui doivent passer pour avoir les objectifs qu'on vise. Ouais. Donc, de mettre un objectif comme là, il faut que tu pèses 10 livres de moins ce mois-ci, tandis que le niveau d'action que le client est prêt à faire, c'est peut-être il va peut-être perdre 3 livres. Ouais. Ça ne marchera pas. Non, c'est ça. Il faut être réaliste. Il faut que ça vienne du client. Puis après ça, le client, s'il dit des absurdités parce qu'il ne connaît pas ça, là, on est là pour dire comme, écoute, là, je comprends que tu vas arriver là, mais ton niveau d'action ne sera jamais suffisant pour arriver là. Fait qu'on va faire un plan de match qu'avec ton niveau d'action, ça va être réalisant pour toi. Ça va être un défi, mais tu vas être capable de le faire, puis tu vas te sentir fier. Puis comme ça, à chaque fois que tu te sens fier, à chaque fois que tu vas accomplir quelque chose, tu vas perdurer dans le temps. Fait que c'est un peu d'avoir ce thinking-là avec les clients, puis le laisser... le libre arbitre aussi, où ce qu'ils veulent s'enligner, puis de bien comprendre dans quelle situation ils sont, puis bien comprendre c'est où qu'ils veulent s'enligner. Qu'est-ce que ça change pour eux autres, dans le fond, de l'entraînement? Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a certains coachs qui compensent leur manque de rigueur en entraînement par des plans alimentaires qui sont trop stricts? Clairement. Moi, je pense que la majorité des gens, leur plan alimentaire... je pense qu'on met trop l'accent sur le plan alimentaire. Je pense qu'on met pas assez l'accent sur l'entraînement. Le plan alimentaire, je trouve la nutrition, c'est complexe, mais dans la vie de tous les jours, c'est simple. C'est un déficit calorique ou un surplus calorique dépendant des objectifs ou un maintien. Mange assez de protéines, glucides, lipides, comme tu préfères. Si tu fais ça, puis mange des vrais aliments, normalement, tu vas être correct. C'est pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ouais. Le reste, oui, il y aura quelques pourcentages de changement, mais pour la majorité des personnes, calories, protéines, puis après ça, tu choisis glucides, lipides, puis that's it. L'entraînement, ça, c'est complexe. Parce que qu'est-ce qui offre le changement? C'est quoi le stimuli? C'est l'entraînement. C'est l'entraînement qui va faire un changement de composition corporelle. Si tu veux devenir plus musclé, c'est pas l'alimentation. C'est l'entraînement. Ouais. Tu peux manger tout ce que tu veux. Si tu t'entraînes pas, tu ne deviendras pas plus musclé. Fait que si tu veux avoir un changement de composition corporelle, c'est uniquement l'entraînement qui va changer ça. Le but, c'est d'optimiser l'entraînement. Et le but, c'est d'avoir de l'énergie dans notre journée. Combien de clients qui veulent... Moi, j'ai pas entendu un client dans ma vie qui veulent perdre du poids, puis être crevé, puis avoir pas d'énergie. Fait que si on fait n'importe quoi avec l'entraînement, puis on compense avec l'alimentation, clairement qu'on va mettre le client dans cette situation-là. Puis il n'aimerait pas ça. Donc, le but, moi, qu'est-ce que je dis toujours, c'est que la nutrition, ça supporte l'entraînement. Ouais. Alors, il faut se demander, la première chose, c'est quoi qu'il faut que je fasse comme entraînement
avec mon client pour qu'il arrive à des résultats au niveau de sa composition corporelle qu'on vise? Ça, c'est la première question à se poser. Alors, est-ce que c'est 3 fois semaine, 2 fois semaine? Est-ce qu'il y a du cardio là-dedans? Est-ce qu'il faut augmenter le VO2 max, la forme physique, ou on n'a pas besoin? C'est quoi le contexte? C'est quoi qu'on a besoin de faire au niveau de l'entraînement? Muscu et cardiovasculaire. Une fois qu'on sait qu'on a établi le plan d'entraînement, c'est quoi? Quelle alimentation qui supporte la demande de l'entraînement? Alors, si la personne, elle doit faire, je sais pas, 300 minutes de cardio par semaine, parce qu'elle se prépare pour une course, whatever, puis là, il faut faire une augmentation du volume à travers la semaine, ben on peut pas compenser avec les calories puis dire qu'on va descendre les calories pour augmenter le déficit calorique. Elle va limiter ses performances. Ouais. Puis si elle limite ses performances, elle va dépenser moins d'énergie. Puis non seulement ça, c'est dans sa vie quotidienne, elle va dépenser moins d'énergie parce qu'elle va être plus léthargique. Donc là, tu compenses la bouffe pour qu'il y ait un plus grand déficit calorique, mais en réalité, ce que tu es en train de faire, tu es en train de réduire les performances, puis tu es en train de réduire l'énergie de client, avoir moins de fun, moins de dépenses énergétiques. Fait que dans le fond, ton entraînement aussi va être impacté, puis tu vas impacter ta composition corporelle. Ben c'est pas gagnant. Le but, c'est tout le temps de matcher l'entraînement et de faire en sorte que la nutrition supporte l'entraînement tout le temps. Ça, c'est primordial. Puis l'entraînement, c'est tellement plus complexe qu'on pense. Ben oui. Étant donné que c'est très accessible, tout le monde peut s'entraîner, tout le monde peut faire une coupe de push-up à la maison, on peut aller au gym, s'inscrire, peu importe, on choisit la machine qu'on veut faire, on fait n'importe quoi. C'est comme le libre arbitre. Ouais. Cependant, c'est comme dire, OK, je m'achète une voiture, moi, j'ai un char, ben, c'est accessible, je peux ouvrir le capot, là, tout le monde peut ouvrir le capot de son char. Qui gosse dedans? Il n'y a pas grand monde qui s'amuse à gosser dans le moteur. Pourtant, l'entraînement, c'est un peu ça qu'on fait. Hein. Le monde rentre dans le gym, va faire un peu n'importe quoi, puis je crois que je connais ça parce que c'est mon corps, ça m'appartient. Ben, c'est quand même ton char, ça t'appartient, mais tu gosses pas dedans pour autant. Fait que c'est un peu le truc qui m'achale dans le domaine de l'entraînement. C'est pas à cause que c'est accessible que tu fais le bon entraînement. Puis le fait de... Souvent, qu'est-ce que je vois, c'est que les gens s'entraînent comme beaucoup trop souvent pour trop peu d'efforts. Comme ils se poussent pas. Je pense que 6 fois semaine, c'est la clé du succès. Mais... Oui, 5-6 fois semaine, plus du cardio là-dedans. Puis ben, le problème c'est qu'ils s'entraînent 5-6 fois semaine, mais pas assez d'efforts. Ils sont pas assez intenses. Fait qu'il n'y a pas le stimuli nécessaire. Puis plus tu t'entraînes de fois en fois, moins ton effort peut être élevé de façon physiologique dû aux mécanismes de fatigue. Exact. Et même si tu penses que tu forces à 100%, dans le fond, tu ne forces même pas à 100%, il y a juste 60% qui sort. Fait que dans le fond, tu t'améliores pas. Le but, c'est qu'à chaque fois que tu t'en vas au gym, faut que ça soit meilleur que la semaine passée. C'est un peu ça l'objectif. Fait qu'il faut que ton intensité, ton effort soit au maximum pour démontrer et dire à ton corps que tu as besoin d'un stimuli, tu as besoin d'une adaptation. Si tu fais tout le temps la même affaire, 5 fois semaine, ben ton corps, il ne s'adaptera jamais. Tu vas juste tout le temps faire la même affaire 5 fois semaine. Il va s'adapter pour ça, puis tu n'auras pas plus de résultats. C'est ça la beauté de l'entraînement. Il faut tout le temps être capable de faire plus. Parce que c'est comment on peut faire tout le temps plus. Là, c'est difficile. Là, on parle de récupération, on parle des mécanismes de fatigue, on parle de l'alimentation, comment on peut supporter l'entraînement. Le sommeil. Puis là, c'est un casse-tête énorme. Là, c'est là que les gens, ils stagnent, hein, parce qu'au départ, c'est une courbe non linéaire. C'est-à-dire qu'au départ, on a beaucoup, beaucoup de résultats, puis à un moment donné, ça stagne. Puis peu importe ce qu'on fait au départ, ben c'est normal qu'on va avoir des résultats parce qu'on est déjà... Tu ne le faisais pas avant. C'est ça. C'est sûr que tu as des résultats. Il est 2 fois plus élevé que tu faisais dans le quotidien. Mais c'est comme, après ça, quand tu commences à avoir de l'expérience, ben comment tu fais? Tu fais pas 2 fois plus que tu faisais avant, tu fais comme 0,1. Alors, le 0,1% que tu fais plus qu'avant, ben tu vas avoir des résultats associés à ça. Puis c'est là que les personnes stagnent. C'est là qu'ils engagent un coach souvent. C'est souvent les clientèles qu'on a. Et... puis là, dans le fond, si on n'a pas assez de connaissances, on fait un peu n'importe quoi, puis on compense l'alimentation pour le training, ben ça fait en sorte que le client stagne encore. Fait que ça, c'est une grosse problématique. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de changer les cartes, de mettre une bonne structure, de comprendre le contexte du client, c'est quoi son objectif, puis de faire attention d'avoir un bon équilibre entre la nutrition et l'entraînement. Vraiment, ça, c'est primordial. Ça, c'est une erreur que la plupart font, pas tout le monde, mais la plupart font. C'est ça, ils s'entraînent moins bien, puis ils n'ont pas un entraînement optimal. Puis étant donné qu'ils n'ont pas un bon entraînement optimal, qu'ils n'ont pas les résultats qu'il faut, ils compensent l'alimentation. Puis ça, c'est une erreur qui va saboter les résultats à long terme. Ben oui. Alors, c'est sûr. Parlant de bon entraînement, c'est quoi pour toi justement un bon entraînement, puis c'est quoi pour toi un entraînement inutile? Oui, il y a des bases en entraînement. Un bon entraînement, c'est un entraînement qui va te permettre de faire mieux que hier ou que la semaine passée. Donc, on appelle ça la surcharge progressive.
Ouais. C'est un des concepts assez très bien connus, puis j'espère qu'il est connu par tous. La surcharge progressive, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas de progrès. Okay? Fait que, ça, c'est super important. Donc, la surcharge progressive, c'est le fait d'augmenter le stimuli de fois en fois. Comment on fait? On augmente le nombre de répétitions ou le nombre de charges qu'on met sur la barre au fil du temps. Comme ça, on a une augmentation du stimuli, puis on progresse. Ça, c'est la clé. Alors, de mesurer les progrès de nos clients au niveau du training, c'est obligatoire. Puis souvent, je vois des entraîneurs qui, surtout en transformation physique, là, ils ne regardent pas les progrès de leurs clients de fois en fois quand ils s'entraînent. Ils ne regardent pas les performances des clients. Ouais. Comment tu fais pour faire un plan personnalisé si tu ne vois pas ça? C'est impossible de faire un plan personnalisé si tu ne regardes pas ça. Ouais. C'est impossible. Puis l'autre chose, c'est si tu as un plateau sur un exercice puis pas sur les autres, qu'est-ce que tu fais? Si tu as un plateau juste sur un groupe musculaire puis pas les autres, qu'est-ce que tu fais? Si tu as un plateau généralisé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la clé de l'entraînement. C'est là que la personnalisation rentre en ligne de compte. Puis il y a très peu de personnes qui font ça. Ça demande excessivement beaucoup de temps. Il y a, à ma connaissance, il n'y a aucun outil ou application qui permette une lecture automatisée des performances de ton client. Fait qu'ils font des tableaux, mais après ça, il faut tenir ça à l'œil, à la main. C'est très, très énergivore, très time-consuming. Donc, souvent, il n'y a personne qui fait ça. Puis ça, c'est une des clés pour la progression. Donc, si on voit que c'est normal, là, on n'augmente pas nos charges, on n'a pas de progrès en dedans de 2 semaines, c'est normal, parce qu'à un moment donné, c'est le temps de prendre la masse musculaire. Oui, c'est ça. Mais ça, on n'a pas de progrès depuis 3-4 semaines sur le même exercice, dans les mêmes conditions. Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Il faut absolument changer quelque chose. Puis ça, c'est signe d'un mauvais entraînement. Puis il peut y avoir d'autres contextes psychologiques, nutrition, peu importe, là, mais il faut prendre en ligne de compte tout. Mais si on prend juste l'entraînement, c'est ça. Puis la deuxième clé, c'est l'effort. Si on ne met pas assez d'effort, on ne va pas assez proche de l'échec musculaire, surtout dans un contexte d'hypertrophie. On ne progresse pas. On ne stimule pas assez le muscle. On ne dit pas à notre corps qu'on a besoin de s'améliorer. Donc, c'est voué à l'échec. Puis ça, c'est un gros problème, l'effort. La majorité des personnes pensent qu'ils s'en vont proche de l'échec, mais ils s'en vont pas du tout proche de l'échec. Ils arrêtent quand ça commence à brûler. Ça, c'est une erreur fondamentale. Donc, il y a des stratégies pour contrer ça, dont d'utiliser des charges très, très lourdes. Comme ça, l'effort déjà très élevé. Donc, ça peut aider. Si on fait 20 répétitions, avant d'arriver à un temps où ça va stimuler le muscle, il faut contrer toutes les brûlures, il faut aller au-delà de ça. C'est très, très, très difficile d'aller là. Donc, c'est pour ça que moi, je prends plus des répétitions modérées à base. C'est plus facile de le faire. Mais ça, c'est les deux principes. Surcharge progressive puis l'effort, c'est vraiment, vraiment ça qui est important dans un entraînement. Puis une fois qu'on mesure ça, on va être capable de déterminer si c'est un bon entraînement ou non. Si on a un haut degré d'effort puis on a une surcharge progressive au travers du temps, normalement, c'est un bon entraînement. Si on n'a pas ça, c'est un mauvais entraînement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que tout se fait en entraînement. Tous les protocoles se fait. Tant que tu récupères bien, tant que tu as une surcharge progressive, tant que ton degré d'effort est élevé puis tu es capable de mettre un degré d'effort élevé, normalement, tu t'en sors assez bien. Tu vas continuer à progresser. Si tu stagnes, quelque chose cloche, c'est souvent l'entraînement, c'est pas la nutrition, c'est souvent l'entraînement. Le gros problème. Je trouve qu'on met... C'est important la nutrition, c'est important le mode de vie, le sommeil, mais je trouve qu'on met beaucoup trop d'emphase sur tout ça et pas assez d'emphase sur l'entraînement, personnellement. Mais après ça, tout est important aussi. C'est un tout, là, mais c'est très bien ce que tu as dit. Je suis très d'accord. Dans une séance privée, je peux rajouter... je trouve une bonne séance d'entraînement avec un coach, c'est pas juste de compter les reps puis de faire comme « let's go, t'es capable ». C'est aussi d'enseigner comment faire les bons mouvements. Oui, c'est d'analyser puis de corriger aussi, c'est super important. Là. Tu fais pas juste regarder puis compter. Tu rentres dans un gym, je n'aimerais pas de nom, puis là, les coachs ont les bras croisés puis ils comptent les reps. C'est comme... voir que la personne paye 90$ pour ça, là, pour vrai. Là, mets-toi une vidéo YouTube à côté dans tes oreilles. Rendu là, où le coach est assis, quasiment, là, ça fait dur. Je trouve ça vraiment plate à cause de ça. Fait qu'un bonne séance d'entraînement privé, c'est le client va sortir de là avec une augmentation des compétences. C'est ça qu'il faut faire. Exact. Il va leur expliquer aussi l'exercice va cibler tel muscle, tel exercice, c'est bon pour X, Y. Là. Ah oui, OK, c'est bon. Tu sais, aussi, quand ils vont faire l'exercice, ils vont comme avoir un muscle memory, là, qu'on appelle. Exact. Fait qu'ils vont savoir exactement quel muscle, mettons, exemple, un squat. Comment, bien cibler le fessier. Fait que c'est très important, c'est ça, comme tu dis, un peu les informer. Ça fait que ça fait des meilleurs entraînements aussi, là. Tu te fais un squat, tu sais pas que ça travaille. C'est pas ce quoi le ressenti. Faut que tu files aussi. C'est ça. T'es comme... T'es là pour expliquer.
C'est ça, pour vrai, oui. Puis analyser. Prévenir les risques de blessures. Ouais. Il faut que ça paraisse que tu as un coach. Dans le sens oui. que dans le gym, si tu te compares un peu, il faut que tu trouves que tu t'entraînes bien. Là, yes. pour que tu croches. Ben oui. C'est pas un café jasette. C'est ça. C'est un client que tu vois qui en dirait qu'il n'y a pas de coach. Clairement que là. Donne ta carte. C'est ça. Si c'est ton client, fais en sorte que là, tu changes quelque chose dans ton approche. Là, ben oui. T'as aussi ton nom. Là. Dans un gym, c'est comme les gens vont regarder ce que tu fais, puis si ça n'a pas d'allure, ben, tu n'auras pas plus de clients. Là. Non, c'est ça, exact. Est-ce que tu crois que l'entraînement pour la santé et celui plus pour l'esthétique peuvent coexister sainement? 100%. Ouais. Moi, je prône beaucoup ça. C'est-à-dire que, plus on va mettre l'emphase sur la santé, normalement, plus le corps va bien fonctionner. Et plus ça va nous permettre d'être dans une bonne condition physique. Mm-hmm. Puis souvent, on a comme la tendance d'avoir des très hauts standards physiques. Mais tu sais, avoir un beau physique, une belle esthétique, c'est pas quelque chose d'extrême. Tu n'as pas besoin de... La majorité des personnes... c'est tellement subjectif aussi. Là. On veut pas avoir la peau qui colle ses abdos. C'est pas ça, avoir un beau physique. Oui, non. Il faut s'enlever ça de la tête. Puis je pense que il y a des moments, que si tu veux pousser la note, tu peux y aller, mais c'est des moments. Puis ça veut pas dire que tu peux faire ça de façon malsaine. Mm-hmm. Moi, mes athlètes en compétition, là, souvent, genre, je vois ça, pas de légumes, pas de ci, pas de ça, pas besoin de manger de carottes. À un moment donné, là, genre, tu peux bien manger des brocolis et tes carottes. Si tu fais un prep, c'est pas ça qui fait la différence. Non. On va couper ailleurs si on a coupé. Mais puis non seulement ça, on n'a pas besoin de couper à l'infini non plus. Si on gère bien l'entraînement et la nutrition, bref. Fait que c'est malsain quand on ne sait pas quoi faire. Parce que là, on prend des mauvaises décisions, on est dans le mauvais timing, puis on sent qu'on a une pression, puis on sent qu'on doit aller vite, fait qu'on baisse les calories, on augmente le cardio, puis on fait ça de façon excessive, puis là, ça devient malsain. Là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment pas le fun pour les clients non plus. Fait que, si on sait quoi faire, on sait comment ça fonctionne, normalement, on est capable d'être très, très, très en santé puis être dans une très, très bonne condition physique. Puis normalement, c'est supposé d'être ça. Normalement, comme plus tu es en santé, normalement, ton physique devrait suivre en conséquence. Quelqu'un qui est en forme, ça se voit. Quelqu'un qui est actif, c'est supposé de savoir. Puis je pense que c'est dans les extrêmes que là, plus on s'en va dans les opposés, ben, plus il y a des comportements négatifs qui vont apparaître. Troubles alimentaires, ainsi de suite, au niveau de la nourriture. Entraînement excessif aussi. On veut compenser avec l'entraînement. C'est tous des comportements qui sont très, très, très malsains dus au phénomène d'aller dans les extrêmes. Pas besoin de faire ça. Alors. Vraiment pas besoin. Si tu sais comment faire, tu peux très bien en sortir. Puis moi, je pense que c'est vraiment, vraiment important d'être en santé. Je pense que, tu sais, quand on parle de motivation aussi, la santé, c'est plus motivant, normalement, que la composition corporelle. Mais oui. Ça reste une motivation externe dans les deux cas, mais il y en a une qui est vraiment, vraiment très, très, très externe dans le bas fond. Puis la santé, c'est un peu plus supérieur, parce que ça rentre dans les valeurs, tu sais, puis c'est un peu plus... élevé en termes de motivation. Donc, déjà, si tu es en train pour être en santé, les actions que tu vas faire pour te mettre en santé, ça va être plus facile, tu vas être plus motivé, puis ça va durer plus longtemps que si tu t'entraînes juste pour une condition corporelle. Alors, si tu fais toutes les actions pour être en santé, c'est quoi? Ben, tu vas être actif, tu vas bien manger. Tu vas manger pas trop, mais pas non plus trop peu. Tu vas faire de l'entraînement en musculation. Tu vas avoir du fun. Fait que ça, c'est tout des composés, des comportements d'une personne aussi qui est en shape. Une personne qui va être en shape, il faut qu'il soit actif, qu'il s'entraîne, qu'il mange bien, qu'il mange assez, pas trop peu. C'est les mêmes comportements d'une personne en santé qu'une personne en bonne condition physique. Fait que, parce qu'en santé, ça veut pas dire avoir un six-pack, là, tu sais. Mettons, je prends exemple sur mon père, il fait full de cardio, il va courir, il va au gym, mais il n'a pas ses abdos. Là, je veux dire, c'est un papa de 57, fait que, mais il est actif quand même. Fait que, tu sais, santé active ne veut pas dire nécessairement bodybuilding. Là. C'est ça. Mais tu peux aussi, dans le sens que tu peux être très musclé, avoir des abdos et être en très bonne santé. Les deux se font. Se font très sainement aussi.
Puis à l'inverse, quelqu'un on en connaît tous un dans notre entourage, il mange du McDo, du Pepsi tous les jours, let's go, puis il a ses abdos tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça, c'est frustrant. Risque que lui est vraiment probablement très peu en santé. C'est ça. Il n'est pas capable de faire du gras, puis ça, c'est un méchant gros problème. C'est probablement un plus gros problème que quelqu'un qui fait du gras. Là. Tellement. Après ça, le cholestérol, les problèmes, mais plus santé, exact, là, plus que de surface. Là. Exact, c'est ça. Il y a vraiment des plus gros troubles qui vont arriver à lui que la personne qui mange trop, qui fait du gras, puis qui a une petite bédaine, mais qui est facile à reperdre, cette petite bédaine, s'il est exagéré. Ouais. Puis on est capable de faire ça sain. Fait que c'est quelqu'un qui fait pas de gras, qui mange n'importe quoi, puis il n'est pas actif. Clairement, lui, il va avoir probablement des plus gros problèmes de santé que quelqu'un qui a un peu plus de gras, mais qui est actif quand même. Oui, c'est ça. Exact. Mais il faut se rappeler que les comportements d'une personne active en santé, c'est les mêmes qu'une personne qui devrait faire pour avoir une belle composition corporelle. Oui. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va y aller un peu plus dans le coaching. C'est quoi ta plus grande frustration face au domaine de l'entraînement aujourd'hui, de la profession d'entraîneur? Oui. La plus grande frustration, j'en ai plusieurs. OK, vas-y, je t'écoute. Moi, je pense que ma plus grande frustration, c'est tout le fait que les coachs s'informent sur les réseaux sociaux, puis n'ont pas appris à utiliser les bonnes ressources pour aider leurs clients. Ouais. Puis, qu'est-ce qui me frustre aussi par rapport à ça, c'est que souvent, il y a des gens qui vont se dire coach juste parce qu'ils ont vécu une transformation physique eux-mêmes. Puis d'un coup, ils s'improvisent coach, ils n'ont aucune connaissance, aucune compétence. Si t'es coach, puis tu sais pas de quoi est composé le muscle, puis de comment ça se fait pour se contracter un muscle, il y a un méchant gros problème. Là. Comme retourne à l'école, va te faire former. Tu peux pas aider quelqu'un si tu sais pas comment contracter comment que le muscle se contracte. C'est pas juste comme je contracte mon muscle, c'est ça. Non. Comment ça se passe en dedans, si tu comprends pas les processus physiologiques de comment on peut grossir un muscle, c'est quoi qui fait en sorte que le muscle grossit, comment on peut manipuler c'est juste au niveau de la nutrition, la dépense énergétique. Il y a tellement de composants qu'on doit savoir en tant que coach pour aider le client. Surtout quand on a une problématique, parce que oui, ça va nous arriver d'avoir des clients que, mettons, toi, tu sais quoi faire, fait que là, tu fais copier-coller ton protocole à quelqu'un d'autre, ça se peut que ça marche s'il fait ça à la lettre. Ouais. Mais le jour qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas capable de le faire, là, tu vas mettre ça sur la faute du client parce que tu penses qu'il est capable de tout faire, il est autant discipliné que toi, il est autant motivé que toi. Ouais, c'est ça le problème. Puis là, tu piches ça dans la responsabilité du client. C'est pas tout le monde qui est comme toi. Fait que moi, c'est une des plus grandes frustrations, c'est ça. Puis qui s'informe sur TikTok, puis les réseaux sociaux, là, c'est un carnet Sears. C'est le nouveau carnet Sears. C'est de la publicité. C'est comme, tu étais jeune, tu regardais les cadeaux que tu voulais avoir à Noël. Les réseaux sociaux, c'est ça. C'est la même chose. On regarde quel coach magasiner, on regarde nos voyages, on regarde qu'est-ce qu'on va acheter. C'est le fun, ça m'entertain. Moi, je regarde dans le cadre, c'était pas pour acheter, c'est juste comme, j'ai goût d'avoir ça, ça me donne la petite dopamine que j'ai besoin. C'est la même chose. Jamais je suis allé m'informer dans le cadre Sears. Non! C'est la même affaire. Puis moi, ça me frustre tellement. Puis l'information est tellement accessible de façon rapide, mais la bonne information est accessible de façon rapide aujourd'hui. Puis ça demande très peu de compétences à aller chercher la bonne information. Puis il faut juste s'intéresser. Puis j'entends souvent des coachs, puis ça arrive souvent, là. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller lire ou ça ne m'intéresse pas de. Mais je suis comme. Là, il y a pas dans le bon domaine, mon chéri. Change. Puis c'est pas juste dans le coaching, là, c'est dans n'importe quoi. Corps de métier, ça arrive. Mais je suis comme. Si ça ne t'intéresse pas, va dans quelque chose qui t'intéresse pour vrai. Genre, là, tu as la santé des clients dans les mains. Puis déjà, je pense que le métier de coach est fragile dans le sens que, tu sais, au niveau de la hiérarchie sociale, on est vu à la même place qu'un concierge. C'est-à-dire que. C'est pas grave si tu manques mon rendez-vous, on va te déplacer. Non. T'es comme. Non, mais moi, je suis un professionnel de la santé, je me considère comme un professionnel de la santé, que je vois mon client vraiment fréquemment. Donc, je me dois, puis c'est mon devoir d'avoir les compétences puis les connaissances nécessaires pour aider mon client au mieux que je peux, puis de ne pas me fier sur le dude qui parlait sur TikTok dans 30 secondes, puis qui dit quelque chose hors contexte. On voit ça aussi aujourd'hui, puis je le fais un peu aussi parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de le faire, mais le but, c'est que si on fait un post, le monde met c'est pas dans le nom, mais on met un abstract d'une étude avec puis le titre de
si tu fais ça, tu vas avoir tant de pourcentage de plus de résultats, ou les gens qui font ça ont tant de plus. C'est tellement hors contexte. C'est qui ces gens-là? Ils font quoi dans la vie? Ils l'ont fait combien de temps? Ça veut rien dire. C'est juste la poudre aux yeux. Tu sais. Fait faut... S'il y a quelqu'un qui... Tu sais, moi, je suis le premier à dire comme... Pour vrai, si je pose quelque chose... Je vais m'assurer d'avoir lu exactement toute l'étude puis que je ne dise pas justement n'importe quoi parce que... Oui, mais surtout aux gens qui consultent le post aussi d'aller lire, parce que dans un post Instagram, c'est sûr que c'est la visibilité pour l'entreprise, fait qu'on n'a comme pas le choix de faire ce quick short avec très peu de contexte. On n'a pas le choix de faire ça. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais après ça, c'est aux consommateurs d'aller regarder la source. C'est comme, OK, c'est cool, il a mis la source, je vais cliquer dessus, fiable. Je vais aller lire. En gros, ça s'adresse à qui? Puis je comprends que c'est pas tout le monde qui a les compétences pour lire une étude scientifique. Ça peut être très, très, très compliqué. Mais à un moment donné, c'est comme, si vous êtes intéressé par ça, si vous... apprenez, puis ça prend pas un bac pour apprendre ça. Non, demandez à ChatGPT, la gang. Comment lire une étude scientifique? C'est pas 100% bon, mais c'est déjà mieux que rien. Puis ça a des pistes. Puis à la limite, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça peut nous donner un certain contexte, au moins. Fait que moi c'est ça, je dirais ça comme qu'est-ce qui me frustre le plus dans l'industrie. Des wannabe coach, je déteste pour mourir. Mais je comprends pas que les gens se disent je vais l'engager comme coach. Comme les gens, comme dans ma tête, à moi, mettons n'importe quoi là, que j'achète, que je consomme, je regarde c'est qui est derrière, je regarde ses formations, tu sais, puis ça peut être n'importe quoi, là, vraiment. Là. Mais je comprends pas que les gens sont juste comme lui, il est bon, il a une belle shape, on va aller avec lui. Ouais. Non, c'est plus que ça. C'est souvent ça. C'est comme, s'il y a du monde qui nous écoute pour ça, c'est comme si vous magasinez un coach, assurez-vous donc qu'il a les compétences nécessaires, il a fait les études pour, il sait où chercher les informations aussi, il y a peut-être un cercle de personnes aussi, c'est dans quel cercle, d'avoir le plus d'informations possible pour poser leur les questions. Puis si on a de la difficulté à vous répondre, pour vrai, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Vous êtes prêt à mettre votre santé dans les mains de quelqu'un qui n'a aucune compétence, pour vrai, là? Moi, je trouve ça assez grave. C'est grave. Puis en plus, c'est même pas c'est votre santé, mais plus un investissement financier, plus votre énergie vous mettez à chaque jour là-dedans dans son protocole, plus le temps. C'est énorme l'investissement qu'on fait dans un coach. Là, c'est vraiment pas négligé. Assurez-vous donc que ce soit la bonne personne. Puis c'est pas à cause qu'elle est en shape que c'est un bon coach, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Mais tout ça pour dire qu'il existe des très, très, très bons coachs. Il existe des super personnes, puis il en existe des moins bons. Après ça, il faut faire la part des choses. Puis, pour vrai, si vous êtes un coach en devenir, formez-vous avec l'Institut LIF, que c'est Kevin qui est là, c'est un expert dans son domaine. Comme, on peut pas se tromper, puis il a toutes mis les références. Fait que c'est quelqu'un qui met un claim, qui ne met pas de référence. Moi, j'ai un peu de misère avec ça. C'est ça. Mets la référence, puis dans la formation, qu'est-ce qui est le fun, c'est que toutes les références sont là. Fait que si vous voulez challenger Kevin sur quelque chose, cliquez sur la référence, lisez, partagez, communiquez, posez la question, puis il va être capable de justement skipper ça, puis d'avoir une conversation. Puis c'est ça le but du coaching. Il n'y a pas de personne qui a la vérité infuse, mais c'est contextuel. Puis après ça, d'avoir capable d'avoir la conversation. Puis c'est vraiment ça au bout de la ligne, je pense. Ben oui, tel. Qu'est-ce que tu ne referais plus jamais en coaching que tu as déjà fait dans le passé? Fait que pour ceux qui commencent ou ceux qui sont dans leur début, qu'est-ce que tu ne referais plus? Oui, beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. On a parlé tantôt un peu de l'écoute, je ne reparlerai pas tout ça au complet, mais l'écoute, je pense de ne pas assez écouter mes clients, au départ surtout. Ça à recommencer. Je me reformerais beaucoup plus rapidement dans le coaching du client, dans la psychologie du client, beaucoup plus rapidement. Puis, tu sais, qu'est-ce que je ferais plus aussi, c'est de comme prendre un peu pour acquis les clients. C'est dans le sens que, ça va bien des résultats, puis là, d'un coup, on porte moins attention. Tu sais, il y a des clients qui nous portent beaucoup plus attention, qui nous demandent plus de travail que d'autres, ça, c'est comme ça. Mais de ne pas négliger les clients qui demandent peu de travail, parce qu'on a quand même besoin de ton accompagnement aussi. Oui. Puis je pense qu'en commençant, des fois, ça peut être overwhelming de gérer tout ça. Puis à certains moments donnés, puis moi, je me suis fait prendre dans le bateau. C'est comme, OK, si ça va bien, on va le laisser aller, puis là, on va se concentrer plus sur les autres erreurs fondamentales. Ils payent le même prix, ils vont avoir le même résultat. C'est mon problème à moi de gérer. Là. Fait que, moi, c'est quelque chose que j'ai appris assez vite. Puis j'ai pour vrai, comme chacun de mes clients, là, je passe exactement le même nombre de temps pour chacun des clients. Puis,
même s'il y en a qui me grugent plus de temps, ben, je vais passer le même nombre de temps ailleurs. Je vais m'assurer que les composantes de mon coaching soient pareilles. Ouais. L'analyse de leur programme soit pareille, ainsi de suite, vraiment comme ça soit standardisé au maximum. Puis ça, je pense que c'est une grosse erreur qu'on fait. Parce que c'est pas à cause que ça va bien que ça va continuer d'aller bien. Puis c'est pas à cause que ça va moins bien que ça peut pas débloquer non plus. Fait que je pense que le but, c'est vraiment de regarder la progression de chacun des clients de façon très, très standardisée. Puis l'autre chose aussi, peut-être qu'un piège, c'est la relation client-coach. Dans ce cas, des fois, on veut bâtir une bonne relation avec le client pour avoir un peu plus d'hameçon, si tu veux, dessus. Mais c'est dur, le sweet spot entre tu restes professionnel à un coach ou tu tombes dans on est chum puis on est amis. Puis quand tu tombes chum-ami, ben, c'est dur de dire quelque chose en pleine face puis de dire la vérité. Puis souvent, c'est un peu ça la négligence souvent qu'on fait avec les clients. C'est pas grave. On est trop à l'aise. C'est ça. Il faut rester vraiment professionnel. Puis il y a juste un milieu. D'être trop froid, c'est pas bon. C'est correct d'avoir une conversation. Mais il faut rester vraiment professionnel. Puis les clients, on se rappelle, ils sont pas là pour faire des amis, ils sont là pour avoir des résultats. Ils sont là pour progresser, ils sont là pour avancer. Puis moi, je pense que c'est une erreur qu'on peut faire en tant que coach, qui est quand même assez subtile, mais qui est très, très répandue. Ça nous empêche de dire des vraies choses aux clients au bon moment. Puis ça peut être une bonne erreur que je ne ferai plus là, jamais là, pour vraiment. OK. Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à toi-même en début de carrière, back in the days? Début de carrière, écoute, je pense que ça de m'entourer des gens qui connaissent vraiment ça. Le mentorat, là, c'est tellement primordial. Là. Ben, c'est parce que, tu as deux choix. Hein. Soit tu le fais toi-même, puis tu apprends par toi-même, tu vas mettre de l'énergie, du temps, d'investissement, ou tu engages quelqu'un, ou même si c'est pas engager quelqu'un, juste d'être dans le cercle social de quelqu'un, ou que tu peux apprendre des petites nuggets comme ça, par-ci, par-là, ça va tellement te propulser plus loin, rapidement, que ton niveau de compétence et de connaissance va augmenter. Fait que les actions que tu vas faire vont être beaucoup plus spécifiques vis-à-vis de tes actions. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de s'accompagner des gens qui sont vraiment très compétents, puis très connaissants, puis beaucoup plus que nous. Faut... Tu sais, le fameux dicton, comme si t'es meilleur dans la salle, t'as pas d'affaires dans la salle, là. Ben, c'est un peu ça. Comme le but, c'est tout le temps, peut-être pas d'être le moins bon, mais comme d'avoir des choses à apprendre tout le temps, dans tous les domaines, que ce soit, surtout quand t'es coach, soit business, marketing, coaching, nutrition, alimentation, entraînement, ainsi de suite. Tu vas vraiment t'entourer des gens compétents dans tous tes domaines. Puis comme ça, si tu as besoin d'aide, tu peux les engager, tu peux leur demander des questions. Ça, c'est vraiment propulsant. C'est quelque chose que, pour vrai, tu peux économiser 10 ans de ta vie. C'est super niaiseux. Puis je pense que l'être humain, on est très fort, puis on domine le monde parce qu'on est capable d'éduquer nos enfants, on est capable de donner notre savoir. Puis je pense que c'est un peu irréaliste de dire comme je vais essayer de faire tout seul. Essaye pas de faire tout seul, pour vrai, ça n'arrivera pas. Non. Accompagne-toi des gens à qui tu as confiance, qui ont des très bonnes connaissances puis de compétences, puis ça va aller 10 fois plus vite. Puis tu vas être bien plus fier de toi au final. Moi, c'est ça que je ferais. J'ai tout le temps essayé de faire ça moi-même. Puis finalement, à un moment donné, c'est parce que tu tournes en rond. C'est ça. Tu connais pas tout aussi. Là. Puis t'es pas bon dans tout. T'es pas bon dans tout. T'as des talents dans certaines sphères. Qui sont propres à toi, tu as des forces, mais tu as des faiblesses aussi, il ne faut pas les négliger. Puis quand tu vas arriver, tu vas aller vite à quelque part, si tu as trop de faiblesses, puis tu ne patches pas, puis tu ne demandes pas de l'aide, ça va prendre 10 fois plus de temps, 10 fois plus d'énergie, puis tu ne pourras pas mettre tes forces en valeur. Alors, je pense que c'est de se connaître, puis de faire en sorte que tu t'accompagnes des gens qui te comblent les faiblesses que tu as pour que tu puisses avancer plus rapidement. Cool! Ben, merci beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, puis on se revoit à la prochaine.